Bonjour. Donc, moi, je suis donc Anne Sakalet, je suis consultante au sein du pôle aménagement des espaces de vie, donc le pôle ameublement de FCBA, et je m'occupe entre autres des sujets réglementaires liés à la commercialisation des produits d'ameublement. Donc aujourd'hui, ce webinaire est la suite de celui qu'on avait animé le 29 octobre dernier, donc sur le sujet du règlement éco-conception. Donc, pour vous faire un point sur les avancées des travaux et les évolutions du calendrier et tout ce qui se met en place progressivement pour mettre en œuvre cette nouvelle réglementation. Donc, la présentation va être divisée en trois parties. Donc, Sylvain va vous refaire un rappel du contexte réglementaire du nouveau calendrier et de l'avancée des travaux. Ensuite, moi, je vais vous faire un point sur les avancées des travaux liés au passeport numérique de produits. Et enfin, on illustrera la mise en œuvre de ces règlements euh, par l'intervention de Monsieur Lajarge, qui va nous montrer ce qui se passe au niveau du secteur textile, puisque c'est un des premiers secteurs à mettre en œuvre cette réglementation. Voilà. Donc, en introduction, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il ne faut pas considérer le règlement éco-conception comme un règlement isolé, mais comme un règlement qui fait partie d'un ensemble de réglementations européennes dont le but principal est de transformer les pratiques commerciales au sein de l'Union européenne de manière à les rendre à la fois plus durables et à mettre sur le marché européen des produits plus sûrs. Donc, vous pouvez voir qu'en fait, le règlement éco-conception, donc qui est la petite bulle en vert, intervient à différents maillons de la chaîne, mais parmi d'autres règlements. Notamment, si on regarde la chaîne d'approvisionnement dès le départ, au tout départ, au niveau de la production des matières premières, on a par exemple le règlement bois, donc le règlement RDUE qui permet de lutter contre la déforestation et la dégradation de forêt, avec par exemple, hein, ce sont que des exemples, il n'y a pas la totalité des règlements. Avec par exemple le règlement MACF. Ensuite, si on regarde les maillons suivants au niveau de tout ce qui est conception des produits, on a donc le règlement éco-conception, mais qui va de pair avec le règlement sur la sécurité générale des produits. Et ainsi de suite, tout au long de la chaîne, je ne vais pas détailler tous les maillons, mais de la fabrication à la distribution, l'utilisation des produits jusqu'à la récupération et recyclage des produits, on a tout ce panel de réglementation dans le but comme je disais, de mettre sur le marché des produits plus durables et plus sûrs. Et d'autre part, la nouveauté avec ce package de réglementation, c'est tout ce qui est lié à la notion de traçabilité et de transfert d'informations. Et donc, vous pouvez voir que le fameux passeport numérique de produits, le DPP, qui est donc initié par le règlement ESPR, intervient à tous les maillons de manière à ce que ce transfert d'informations puisse se faire correctement d'un maillon à l'autre, du début jusqu'à la fin de la chaîne. Donc, il faut vraiment regarder l'ensemble des réglementations. Et donc, aujourd'hui, on va vous parler de la petite bille verte ESPR. D'autre part, l'autre chose que je voulais vous dire en introduction, c'est que ce règlement, c'est donc un règlement cadre qui fixe les principes généraux liés à l'éco-conception et qui répartit les différents pouvoirs au niveau des différentes instances. Mais étant donné que c'est un règlement cadre, pour être mis en œuvre, il doit être complété par différents actes délégués et par différentes normes. Et donc, tous ces travaux sont réalisés en parallèle au niveau des différentes instances et à la fois au niveau européen et au niveau français. Donc, vous avez à chaque fois le trinôme, c'est-à-dire le groupe d'acteurs qui travaillent au niveau législatif, celui qui travaille au niveau normatif et celui qu'on a nommé, nous, développeurs de solutions techniques, qui concerne plutôt des acteurs du secteur informatique qui, eux, doivent mettre en œuvre les outils, notamment l'outil lié au DPP, pour pouvoir assurer tout ce qui est demandé par ce règlement. Et donc, en fait, dans les diapositives suivantes, vous retrouverez ces trois pictogrammes, là, les trois pictogrammes de la pyramide, pour vous indiquer de quel niveau on parle quand on vous présente les choses. Voilà. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Sylvain, qui va vous rappeler le contexte, le calendrier et l'avancement des travaux.
Donc, merci Anne. Effectivement, je vais rappeler un peu le contexte réglementaire en termes de naissance du règlement, les calendriers, puis on fera également un petit point sur l'avancement des travaux, donc en se concentrant principalement sur la partie ameublement. Donc tout d'abord, par rapport au contexte, il faut savoir que initialement il y avait une directive qui date de 2009 sur l'éco-conception, mais qui s'appliquait uniquement aux produits liés à l'énergie. Et puis ensuite, on a eu des évolutions, alors notamment 10 ans plus tard avec le Pacte vert, donc également appelé le Green Deal, qui est venu identifier un certain nombre de secteurs pour lesquels on pourrait avoir une production plus durable. Donc ça, c'était en 2019. Et puis ensuite, en 2020, on a eu l'adoption d'un plan d'action, notamment pour développer, on entend beaucoup parler, et notamment aussi au niveau français, avec la loi AGEC, d'économie circulaire. Et tout compte fait, en 2022, il y a un paquet de propositions qui est fait, notamment pour rendre les produits plus durables, que de faire des produits plus durables la norme, c'est-à-dire voilà la généralité, hein, que de façon générale, on ait des produits qui soient commercialisés et qui soient produits de façon durable. Déjà en 2022, donc on avait dans ce package de propositions une qui indiquait donc qu'il y aurait donc un règlement sur l'éco-conception des produits. Et finalement, en juin 2024 a été publié donc le règlement 2024-1780, donc également appelé Règlement sur l'éco-conception ou ESPR, qui, dans ce contexte-là, viendra remplacer bien sûr la directive qui datait de 2009, mais également qui a pour vocation à étendre le cadre de l'éco-conception, notamment à beaucoup d'autres produits, mais et également, il va venir fixer des exigences minimales, ces exigences minimales qui seront à respecter pour pouvoir mettre en marché au niveau européen les produits concernés. Donc les objectifs et les objectifs généraux de ce règlement en particulier, on l'a déjà dit, c'est d'améliorer la durabilité environnementale des produits, de garantir la libre circulation de ces produits au sein de l'Union européenne en établissant des exigences d'éco-conception. Comme le disait Anne, on a déjà le règlement publié en 2024 et donc ensuite il va y avoir ces exigences d'éco-conception qui vont être par catégorie de produits précisées dans des actes délégués. Euh, donc, comme on le disait, il y a des exigences d'éco-conception. On parle aussi d'exigences de performance et également d'exigences d'information. C'est-à-dire que ces infos, un certain nombre d'informations doivent être accessibles, notamment via le passeport numérique. On y reviendra un petit peu plus tard. Alors, quels produits sont concernés? On a déjà vu qu'il y avait les produits liés à l'énergie, hein, donc, qui étaient déjà dans la directive de 2009. Et puis, il y a également des produits intermédiaires, notamment l'acier qui est concerné, et puis des produits finis. euh, donc, en tout premier lieu, le textile, les meubles, et puis d'autres types de produits finis. Alors, en termes de calendrier, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Et sur cette friche, je vais résumer un petit peu là où je vais vous faire des points un peu de mise à jour, notamment qui sont formulés par les petites étoiles jaunes. Donc, concernant le contexte législatif, on a dit en juin 2024, donc il y a eu publication du règlement, donc un règlement cadre, et puis également afin de pouvoir cibler quels étaient les produits concernés et quelles étaient les exigences qu'il allait falloir mettre en face selon les secteurs. Il y avait tout un travail mis en place par le Centre commun de recherche, donc au niveau européen, le JRC, qui a publié son étude en novembre 2024. Donc on en avait déjà parlé lors de notre webinaire du mois d'octobre.
Donc, ce rapport permet d'établir par secteur donc déjà quels sont les produits prioritaires par secteur, et puis ensuite d'établir un certain nombre d'exigences. Le règlement prévoyait également qu'il y ait une instance de concertation entre les différentes parties prenantes, donc les acteurs industriels via leurs associations professionnelles notamment, et également les administrations des différents États membres au cours donc d'un forum éco-conception qui s'est tenu donc fin février 2025. Et puis le règlement prévoyait également qu'il y ait un plan de travail qui soit adopté avant fin avril 2025, donc également, et qui répartit les différentes tâches à venir de 2025 à 2030. On sait également, et là ça concerne plus la partie information, c'est-à-dire que toutes les informations liées au produit seront accessibles via un registre européen des passeports numériques. Donc ça devrait, d'après le règlement, ça devrait être disponible à partir de juillet 2026. Alors, plus particulièrement concernant les produits d'ameublement, la proposition, quoi, on a un acte délégué donc, qui viendra définir les exigences pour nos produits. Donc ça, c'est attendu pour 2028 avec une application ensuite 18 mois plus tard. Donc, depuis, on va dire déjà octobre 2024, et ça va se poursuivre jusqu'en 2028, il y aura également donc un travail à préparer cet acte délégué sur les produits d'ameublement. Alors, au sein de l'ameublement français, on avait déjà fait un premier groupe de travail dédié à l'ESPR en fin d'année, en décembre 2024, où notamment on avait une grille d'analyse pour savoir, mais dans cet acte délégué, quels étaient déjà les produits ciblés, mais aussi quelles exigences on pouvait mettre en face par rapport à ce qui est déjà fait par les industriels français. Et également, il y a eu un deuxième groupe de travail qui est en lien avec les normes, donc les normes liées aux produits, hein, donc vraiment liées aux produits de l'ameublement. Donc voilà un petit peu comment ça s'organise. Toujours sur ces deux volets, un aspect, on va dire, législatif, un aspect normatif, où effectivement, il faut qu'on établisse ces fameuses exigences qui ensuite seront discutées et validées au niveau européen pour l'ensemble des produits d'ameublement. Donc, effectivement, les travaux normatifs, eux, sont plutôt vus au niveau du TC 207, le Working Group 10. Donc, c'est vraiment là dédié aux normes et donc il y a des normes sur la circularité des produits. Donc, on va y revenir. Je vous ferai un petit focus là-dessus. Enfin, la Commission européenne a mandaté des travaux de normalisation également sur le support pour pouvoir donner accès aux informations liées au passeport numérique. Donc là, ça a débuté depuis juillet 2024 et les travaux, les normes liées à ce DPP devront être finalisés pour décembre 2025 puisque vous le voyez, très vite, il faudra qu'ensuite il y ait la mise en place du registre européen sur les passeports. Alors, les travaux aujourd'hui sur l'acte délégué, notamment liés à l'ameublement, donc ce qu'on peut dire, c'est que les exigences d'éco-conception restent à établir. Il faut savoir que ces exigences, telles qu'elles sont voulues dans le règlement, elles prennent en considération l'ensemble du cycle de vie des produits, en s'appuyant à la fois sur la durabilité, la fiabilité, donc tout ça c'est ce qui est repris hein, dans le règlement, la possibilité du réemploi, d'amélioration ou la réparabilité, mais aussi tout ce qui va concerner l'entretien ou la remise à neuf des produits, la présence de substances préoccupantes, de contenus recyclés, et également tout ce qui va concerner plutôt la fin de vie, en lien avec le recyclage et la valorisation des matériaux qui sont dans nos produits. Donc, comme vous le voyez par rapport à ce qui est indiqué en dessous,
Dans le rapport publié par le JRC en 2024, en fait, on voit bien que la priorisation des produits s'est faite selon un certain nombre d'impacts des filières, quoi, des secteurs concernés. Donc, que ce soit sur la biodiversité, la quantité de déchets, sur l'énergie utilisée, etc. Et donc, on voit bien que en premier lieu, ce qui ressortait, c'était effectivement le secteur textile. Mais très vite, on a le secteur de l'ameublement qui est concerné notamment parce qu'il, sur la partie déchets, il y a véritablement voilà, c'est des gros volumes souvent, donc une quantité assez importante, et également une possibilité d'agir aussi sur la partie durée de vie des produits. Enfin, sur les matelas, ils arrivaient plutôt un petit peu après. Donc, tout compte fait, comme vous le voyez également, et que je l'ai rajouté avec le picto sur les normes, il y a déjà des travaux normatifs au niveau de la fiabilité, sur le réemploi ou encore la réparabilité. Pour autant, on est amené évidemment à se prononcer, à établir sur notamment d'autres critères ou encore sur les types de produits à cerner, donc via des consultations, on va dire, plutôt d'ordre législatif. Alors, comment on travaille sur cet acte délégué? Comme je vous le disais, il convient de pouvoir déterminer quel mobilier on va cibler. On le verra avec le textile, ils ont décidé de ne pas prendre tous les produits textiles. Quels critères on va conserver, quelles exigences on veut voir apparaître. Il est peut-être pas nécessaire de tout prendre en considération, mais en tout cas, il faut prendre les paramètres qu'on maîtrise au niveau des industriels français et qui pourraient être repris aussi au niveau européen. Donc, il y avait eu le premier groupe de travail, je vous ai dit, en décembre. Là, actuellement, on est aussi sur un questionnaire qui a été établi par la DGE. Je vous ai remis, et on vous remettra le lien de téléchargement. On vous invite effectivement à pouvoir le compléter pour effectivement avoir un maximum de retours. Aujourd'hui, on a très peu de retours et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir se dire sur telle ou telle exigence, on peut se positionner et ça met les produits français, on va dire, en valeur, en tout cas par rapport à d'autres types de produits d'importation. Alors, les exigences aussi d'éco-conception, je vous l'ai dit, elles peuvent être vues aussi sous l'angle de la normalisation produit. Actuellement, il y a, via la F043, trois groupes de travail préliminaires qui sont repris ici. Alors, il y a comment dire, des groupes qui sont plus avancés que d'autres alors notamment sur la réparabilité, mais on a également des travaux sur le remanufacturing ou encore la fiabilité. Donc là aussi, c'est tout à fait possible de suivre les travaux de normalisation, notamment pour veiller à ce que les intérêts des industriels soient bien mis en avant. Enfin, il y avait également d'autres travaux de normalisation en lien avec la circularité qui avaient été déjà établis. Donc, j'ai repris ici quelques normes, notamment sur le démontage, remontage, ou encore sur tout ce qui concerne la circularité, la performance sur nos produits. Alors, concernant pardon, le forum éco-conception qui s'est tenu le 19 et 20 février, ce qui avait pu être établi, c'est qu'effectivement, l'ameublement, les produits d'ameublement restent prioritaires, qu'il y aura une étude préparatoire à venir, notamment pour savoir un peu quel est l'impact, et on serait sur une date de 2026 au plus tard concernant le retour sur cette étude préparatoire, et donc un acte délégué qui serait attendu pour 2028. Concernant les matelas, lors du forum, les États membres avaient plutôt tendance à vouloir que les matelas soient inclus en tant que produit d'ameublement. Il y a l'association européenne qui, à l'inverse, souhaitait plutôt une exclusion totale ou bien qu'il y ait une catégorie à part. Et puis enfin, il y avait été également discuté de tout ce qui concernait les invendus lors de ce forum.
Alors, au sein des industriels fabricants de meubles, donc notre syndicat européen, l'EFIC, avait demandé notamment à ce que soit revue la catégorisation qui était proposée donc par le Centre commun de recherche. Effectivement, initialement, on souhaitait notamment, le JRC proposait d'aller sur trois types de fonctions, à la fois les assises, les surfaces et sur les rangements. Et puis ensuite, de descendre sous forme des matériaux constituant les produits. Donc là, on aurait plutôt une position de prendre tous les types de produits, donc quels qu'ils soient professionnels ou domestiques, et également d'éviter de scinder par type de matériaux, ce qui pourrait brider notamment l'innovation pour notre secteur. Et puis effectivement de continuer à s'appuyer sur les travaux de normalisation. Depuis, il y a également eu, donc, il y a un mois, la publication du plan de travail pour 2025 à 2030, ce qui a permis là, véritablement d'acter le classement des produits par priorité. On avait dit le textile en premier, l'ameublement reste en second, puis ensuite il y aura les pneus et les matelas donc, qui seront en quatrième position, sachant qu'ils seront bien considérés à part dans un acte délégué qui sera attendu un an après celui des produits d'ameublement, donc pour 2029. Ce qui est demandé également via ce plan d'action, c'est d'établir aussi une majorité, on va dire, d'exigences horizontales concernant notamment, donc qui puissent s'appliquer à l'ensemble des produits, concernant notamment la réparabilité et la recyclabilité. Comment dire, la commission rappelle qu'elle apportera une attention particulière, donc notamment aux petites et moyennes entreprises pour lesquelles ça risque, ça peut être très complexe, la mise en place de ce règlement. Moi, j'en ai fini pour la partie réglementaire et contexte. Je te laisse, Anne, reprendre la main sur Oui. le passeport numérique. Oui. Donc, je pense qu'il faut que tu me redonnes la main. Moi, ça Tu l'as. ne fonctionne pas. C'est Ah, bon. voilà, 20 ans de décalage. Donc, on va revenir sur la notion de passeport qu'on avait évoquée lors du précédent webinaire de l'an dernier. Donc, je vais vous rappeler les grands principes. Donc, en fait, ce qu'on appelle passeport, c'est une fiche produit numérique qui est dynamique, c'est-à-dire qu'elle sera mise à jour à chaque fois que quelque chose interviendra durant la vie du produit. Donc, c'est l'intérêt de cette version électronique de la fiche produit, c'est de pouvoir en permanence la mettre à jour et renseigner toutes les informations afférentes au produit. Donc, étant donné qu'elle est numérique, elle sera accessible par voie électronique par l'intermédiaire d'un support de données qui sera relié au produit. Et donc, dans cette fiche, on pourra trouver les informations sur l'origine du produit, sa composition, son cycle de vie, enfin, tout ce qui est lié à sa vie, à son utilisation et à son recyclage. Donc en fait, ce passeport a été imaginé par le règlement éco-conception pour répondre à trois grands objectifs de ce règlement, qui est le premier objectif, c'est la durabilité des produits. Donc pour ça, ce passeport permettra d'améliorer la traçabilité et la transparence au niveau de toutes les données liées au produit, et notamment tout ce qui est lié à l'impact environnemental du produit. Et il pourra également aider les consommateurs à faire des choix de consommation plus durables, puisqu'il sera accessible par les consommateurs. D'autre part, cet outil servira aussi, comme on disait tout à l'heure, le but étant de mettre des produits plus sûrs sur le marché, il servira à soutenir la conformité réglementaire, puisque dans ce passeport, on retrouvera tous les documents réglementaires, les certificats, enfin tout ce qui est lié à la mise sur le marché en toute légalité et conformité. Et d'autre part, il permettra aussi de promouvoir la circularité des produits, puisque, étant donné qu'on aura toutes les informations concernant sa composition et ainsi que toutes les opérations de réparation ou de transformation qu'il aura pu subir durant sa vie,
lorsqu'il arrivera en fin de vie, les sociétés, les opérateurs du recyclage de la, de la, enfin, de l'économie circulaire pourront plus facilement le prendre en charge et le remettre sur le marché s'il est possible de le faire. Voilà, donc là, je vous rappelle rapidement les trois grands principes, donc sachant qu'on les avait détaillés dans le webinaire précédent. Donc en fait, ce passeport, il sera relié à quatre numéros d'identifiant. Donc il y aura le premier numéro d'identifiant unique du passeport. On aura également un numéro qui correspondra à l'identifiant unique du produit. Il y aura un autre numéro qui sera celui de l'opérateur économique, donc qui a mis sur le marché de l'Union le produit. Et il y aura le numéro d'identification du site de production. Donc on retrouvera toujours ces quatre numéros associés au passeport. Donc, étant donné qu'il doit être accessible via le produit, eh bien, il y aura un support de données qui sera fixé au produit, qui permettra donc de faire le lien entre le produit et toutes les informations embarquées par le passeport. Il faut savoir que toutes les données seront décentralisées, c'est-à-dire qu'elles ne seront pas sur un site de l'Union européenne, elles seront stockées chez le producteur du produit. Donc tout ça, c'est dans un souci de confidentialité et de sauvegarde des informations. Mais il est également demandé par le SPR qu'une copie de sauvegarde justement de ce passeport soit effectuée chez un prestataire externe, parce qu'étant donné que le passeport va suivre le produit durant toute sa vie, il est possible malheureusement que le producteur disparaisse ou n'existe plus, notamment si le produit a une longue durée de vie. Donc, pour que les informations ne disparaissent pas en cas de disparition du producteur, il est demandé à ce qu'une copie soit exercée, enfin, soit réalisée à l'extérieur de l'entité de production du produit. D'autre part, donc l'Union européenne a prévu de créer un registre européen des passeports et un portail public. Donc ce registre européen, ce sera en fait un dictionnaire de numéros. C'est le registre qui permettra de vérifier déjà les numéros de passeport et de relier le passeport à un produit. Mais il n'y aura que les numéros, enfin, les quatre numéros d'identifiant unique dans ce registre, étant donné que, comme je vous disais, les données en elles-mêmes seront chez le producteur. Et d'autre part, pour que les consommateurs puissent accéder aux informations de ce passeport, l'Union européenne a prévu de créer un portail public dans lequel il n'y aura que les données considérées comme étant publiques. Toutes les données liées vraiment à la fabrication, qui sont des données confidentielles, elles seront d'accès restreint selon les droits des opérateurs. Par exemple, elles pourront être accessibles uniquement par les autorités de contrôle, mais pas par les consommateurs. Donc, il y a toute une notion de droit d'accès qui va être créée. Et d'autre part, donc il y a la responsabilité des opérateurs économiques qui est engagée vis-à-vis de ce passeport, c'est-à-dire qu'ils doivent en permanence s'assurer que le passeport est disponible et accessible. D'où l'intérêt du support qui sera fixé sur les produits. Alors, si on regarde les produits concernés par cette notion de passeport numérique, en fait, il y a un autre règlement qui est le règlement batterie, qui est donc le règlement 2023-1542, qui est le premier règlement en fait à initier cette notion de passeport. Donc, il a intitulé ce passeport le Battery Pass. Et donc, ce règlement dit qu'à partir du 18 février 2027, toutes les batteries mises à disposition ou en service sur le marché de l'Union, donc essentiellement les batteries qui concernent les moyens de transport légers, les batteries industrielles de capacité supérieure à 2 kWh et les batteries de véhicules électriques. Donc, ces batteries-là devront être accompagnées de leur batterie pass. Donc, du coup, ça va permettre, pour notre secteur, de voir déjà comment c'est mis en œuvre du côté des batteries. Même si les produits ne sont pas similaires, la notion déjà de passeport va être initiée par ce secteur-là. Donc, ensuite, va arriver le SPR. Donc là, au niveau de l'ESPR, les familles de produits qui auront à mettre en œuvre le passeport ne le feront que lorsque leur acte délégué aura été publié. C'est-à-dire qu'il faut absolument que dans l'acte délégué, il soit fait mention de ce passeport pour que la famille de produits concernés
démarre toute la mise en œuvre de cette fiche produit numérique. Et à côté de ça, donc l'Union européenne prévoit que d'autres réglementations, telles que les réglementations sur les produits de construction, donc le règlement RPC ou le futur règlement sur les jouets, ou le règlement emballage, donc le règlement qu'on appelle PPWR, qui vient d'être publié. Donc toutes ces autres réglementations qui parlent de passeport numérique et de traçabilité, de transmission d'informations, utilisent le même type de support et le même type d'enregistrement des données, de manière à ne pas avoir plusieurs sortes de passeports selon les règlements. Donc, ce sera le même passeport qui embarquera tout ce que demandent ces différentes réglementations. Donc, pour regarder quelles sont les différentes obligations des opérateurs économiques, selon le statut des opérateurs, les obligations vis-à-vis de ce passeport diffèrent. C'est-à-dire que les premiers à devoir élaborer le passeport sont donc les fabricants et les importateurs, puisque c'est eux qui font entrer sur le marché de l'Union les produits. Donc, c'est eux qui sont à l'origine de la création de ce passeport. Ensuite, si on avance dans la chaîne de distribution, les distributeurs et les revendeurs, eux, doivent assurer l'accessibilité du passeport aux clients et aux éventuels installateurs, par exemple les installateurs de cuisine chez les particuliers. Donc, ils doivent être sûrs que les consommateurs puissent scanner, hein, si par exemple le support de données est un QR code, que les consommateurs soient en mesure de scanner le QR code pour accéder aux données du passeport. Et d'autre part, concernant les places de marché en ligne, donc les sociétés qui ouvrent leurs places de marché à différents fournisseurs doivent s'assurer que ces fournisseurs disposent d'un numéro d'identifiant unique pour chacun de leurs produits et que les fournisseurs qui sont en dehors de l'Union européenne indiquent un point de contact unique au sein de l'Union européenne. Donc ça, c'est de la responsabilité des sociétés qui ouvrent leur place de marché à des fournisseurs autres qu'elles-mêmes. Voilà. Donc, si on fait un point sur les travaux législatifs, donc comme je vous disais, en parallèle des travaux sur le SPR en lui-même et sur l'acte délégué, il y a des travaux qui concernent le passeport numérique. Donc, il y a à la fois des travaux destinés à créer donc le registre européen, ainsi que le portail d'accès aux données. Donc, pour ça, il y aura un acte délégué qui expliquera comment on se connecte sur ce registre, en quoi il consiste et pareil, comment on utilise ce portail public. Il y a d'autre part des travaux concernant les procédures de délivrance et de vérification des identifiants, puisqu'il y aura donc, comme je vous disais, 4 numéros d'identification. Donc là, il y a un acte délégué, pareil, qui indiquera comment on les attribue, comment ils sont délivrés, en quoi ils consistent et qu'est-ce qu'ils représentent. Et on attend aussi des actes délégués concernant les règles et les exigences des prestataires de services. Donc, ce sont les fameuses sociétés externes qui devront garder une copie de sauvegarde de ce passeport. Et donc ça, en fait, ce sont les travaux qui sont les plus avancés puisqu'il y a déjà un acte délégué en consultation, donc depuis le 8 avril et jusqu'au 1er juillet, qui explique en fait en quoi consistent ces prestataires, quelles seront leurs responsabilités et qu'est-ce qu'on attend d'eux, tout simplement. Donc au final, rien que sur le passeport, donc sur le DPP, on attend 5 actes délégués ou actes d'exécution pour détailler ces différents points et les différentes procédures qu'il y aura à mettre en œuvre. Ensuite, donc, il y a également des travaux de normalisation liés à ce passeport. Donc, les travaux, en fait, se font au niveau européen, donc sont menés par le CEN et le CNELEC, le groupe JTC 24, qui doit donc élaborer 8 normes spécifiques à ce DPP-là. Donc, ces normes, elles vont concerner les identifiants uniques, justement, comment, d'un point de vue numérique, on crée ces identifiants uniques, quels vont être les supports de données. Donc là, on est vraiment dans le numérique, hein. Comment on va gérer les droits d'accès avec les systèmes de confidentialité ou les accès publics? Comment va pouvoir être gérée l'interopérabilité entre les systèmes informatiques chez les différents opérateurs et le système qui sera mis en place pour le DPP?
comment vont être traitées les données, comment elles vont être stockées, comment vont se passer les authentifications, puisque bah, du coup, comme je vous disais, il y aura des données publiques et des données restreintes qui seront accessibles uniquement par certaines entités, bah, comme les autorités de contrôle. Donc, il faut que la personne qui scanne, bah, par exemple, le QR code soit identifiée et que du coup, ses droits soient également identifiés pour voir bah, ce à quoi elle a accès ou pas. Et il y aura donc une autre norme qui concernera l'interface API bah, pour gérer le cycle de vie des produits. Donc, on attend ces 8 normes. Bah, comme disait Sylvain dans la frise qu'il vous a présentée, la Commission européenne, dans sa demande de normalisation du 31 juillet, a souhaité que ces normes soient livrées pour la fin de cette année. Donc ça, c'est au niveau européen. Et au niveau français, donc on a un groupe miroir de ce groupe européen, qui est donc le groupe CNDPP, qui est donc en fait le point d'entrée national des travaux du JTC 24 et qui est présidé par Pascal Lefebvre, bah, qui travaille au sein de la DGDDI. Donc, bah, ce groupe, en fait, doit élaborer les spécifications pratiques pour le développement et l'utilisation efficace du passeport. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez bah, participer aux travaux de normalisation au niveau français, qui ensuite seront remontés au niveau européen. Voilà, donc là maintenant, on va illustrer tout ça avec le cas du secteur textile, puisque c'est un secteur qui est plus avancé que le nôtre et qui va être un des premiers à mettre en œuvre le SPR. Donc je laisse la parole à Thomas Lajarche. Oui, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc Thomas Lajarge, je suis en charge du suivi du secteur textile Modélux au sein de la Direction générale des entreprises. Voilà, et on travaille de concert sur ce sujet avec le ministère de la Transition environnementale et plus principalement le CGDD. Voilà. Donc je vais vous présenter effectivement le cas du secteur textile. Alors, je me mets les slides aussi sous les yeux. Tac. Je pense qu'on peut. Je ne sais pas pour les slides comment ça fonctionne, si j'ai la main ou pas. Euh, alors, Sinon, on peut passer à la slide suivante. bah, sinon, Euh, je vous ai donné accès. En bas à gauche, il y a les. Ok. C'est bon, vous avez accès. Ok. Donc pourquoi tout d'abord se mobiliser? Donc là, c'est vraiment voilà, pour vous expliquer pourquoi c'est important à la fois pour vous et pour nous côté État Alors, pardon, je me prie de m'excuser, j'ai un problème de charge. Je suis vraiment désolé, je vais devoir juste rebrancher. Hop, donc voilà, donc tout d'abord, pourquoi donc c'est important de vous mobiliser. Donc en fait, ESPR, c'est un règlement qui est assez complexe, hein. Il est à la fois technique, il rentre comme on l'a vu dans le détail des spécifications environnementales des produits, dans l'éco-conception, dans tout ce qui a trait vraiment à la production des produits. Donc c'est vraiment très technique et donc ça va nécessiter un éclairage très précis de la filière, à la fois pour nous, par exemple, côté État, pour nourrir un petit peu les positions qu'on pourrait porter pour voilà, prendre en compte tous ces enjeux, mais à la fois aussi, évidemment, pour la commission, mais également aussi, là, par exemple, dans le cadre de l'étude préliminaire que je vais vous présenter, par exemple, du JRC, qui est vraiment une étude scientifique elle-même assez poussée, pour essayer de déterminer quels pourraient être les critères d'éco-conception et également les normes d'éco-conception qui en découleraient. Donc voilà, c'est essentiel de se mobiliser à ce niveau-là. Et donc, les parties prenantes, nous, on les invite à se mobiliser vraiment d'abord en s'appropriant le sujet de l'éco-conception vraiment sous un angle réglementaire, donc à regarder ce qui peut se faire actuellement dans la réglementation ou à essayer d'imaginer ce à quoi pourraient ressembler justement des normes d'éco-conception. Pour ça, il y a beaucoup de réunions qui sont organisées notamment par la Commission européenne ou par les ministères. Nous, on a mis en place, par exemple, sur le textile, un groupe miroir dédié vraiment pour faire un espace d'échange filière-État sur ce sujet,
peut-être que l'initiative sera également développée sur l'ameublement. L'idée, ce sera aussi du coup d'identifier des porte-voix nationaux et européens. Ça peut être par exemple le rôle des fédérations, le rôle des centres techniques ou autres qui peuvent relayer donc toutes ces préoccupations, les idées de la filière, les contributions au niveau européen pour se faire plus facilement entendre. Il y a aussi de nombreuses consultations publiques. On va y revenir, mais il y a souvent des appels à contribution de la Commission européenne notamment, mais aussi nous, côté État, pour aussi dans le cadre des positions qu'on sera amené à porter, et notamment c'était le cas du questionnaire que vous avez présenté, qui a été transmis du coup par la DGE, on est amené aussi du coup à faire des consultations. Donc voilà, ces consultations, il est très important que vous puissiez, dans la mesure du possible, y répondre et nous apporter les réponses pour pouvoir justement nourrir toutes ces positions, autant au niveau européen qu'au niveau national. Et pour vous, vraiment, entreprise, essayez d'identifier dès maintenant ce qui fait la spécificité environnementale et l'impact environnemental positif par rapport peut-être à d'autres produits, et notamment à la concurrence étrangère, ce qui fait vraiment l'avantage comparatif environnemental, entre guillemets, de vos produits. Aussi à réfléchir à ce qui serait possible de mettre en place. On est très attentif, par exemple, mais je vais y revenir, au fait que les réglementations qu'on puisse mettre en œuvre soient, entre guillemets, PME compatibles. Et donc ça aussi, c'est très important de pouvoir identifier ce qui est faisable, ce qui est réaliste, ce qui est contrôlable, ce qui est opposable, etc. Donc voilà, on insiste vraiment sur la mobilisation des parties prenantes, qui est essentielle en raison de tous ces enjeux. Voilà. Donc ensuite, euh, pour contribuer donc à la fois au niveau européen et au niveau national, il y a plusieurs leviers, plusieurs outils. D'abord, on peut s'impliquer directement au niveau européen, hein, notamment sur la filière textile, par exemple, mais pas que. La Commission européenne organise des forums éco-conception, mais aussi parfois plusieurs appels à contribution. Donc voilà, on peut s'inscrire en tout cas dans le cadre du secteur textile pour le moment. Il est possible de s'inscrire en tant que partie prenante, stakeholder, voilà, directement le site de la Commission européenne et notamment dans le cadre de l'étude du JRC, là, pour pouvoir directement contribuer sur un portail et puis pouvoir ensuite recevoir l'information, les différentes études quand elles sortent, être convié de différents forums, etc. Au niveau national, nous, on s'est beaucoup appuyé dans le cadre spécifique de la filière textile, notamment sur les fédérations, mais essentiellement aussi sur le comité stratégique de filière Modélux, qui globalement rassemble plutôt bien l'ensemble de la filière, à la fois des entreprises, nous, côté textile, donc vraiment industrielles, TPE, PME, TI, avec notamment par exemple l'UIT, aux entreprises, par exemple du luxe, de la haute couture, avec la FHCN. Donc vraiment, on a un panel d'entreprises très large qui est au sein de ce CSF. Donc on s'est beaucoup appuyé dessus pour relayer, faire redescendre l'information, et puis côté CSF, nous la faire remonter. Les fédérations ont aussi du coup un rôle central à jouer en faisant relayer l'information auprès de leurs adhérents et en centralisant du coup leur remontée, c'est vraiment important. Et au niveau national, on a un groupe miroir dédié à la préparation de l'acte délégué textile. Pour l'instant, on l'a réuni 2 fois. Et vraiment, le but, donc je vais y venir. Donc cet espace, il est organisé par le MTE, donc CGDD, DGPR et le MEF5, donc notamment la DGE. Et cet espace, c'est vraiment un espace de participation, d'échange. Donc nous, on partage côté État toutes les informations qu'on a à date. À la fois, ça peut être le calendrier des travaux, l'état des lieux des travaux, où ça en est, etc. Et ça nous permet aussi en retour, derrière, après, de pouvoir recueillir les questions de la filière et de pouvoir aussi recueillir, effectivement, s'il y a des premières pistes, toujours dans le cadre de ces contributions que j'appelais tout à l'heure. Voilà, donc s'il y a donc permettre de nourrir au fond aussi nos positions. Donc voilà, c'est un espace d'échange un peu donnant-donnant entre guillemets entre l'État et la filière, et ça nous est vraiment essentiel. Et donc nous, on a déjà eu plusieurs réunions qui ont eu lieu sur le textile. Ça permet de prendre le pouls de la filière sur les évolutions qui sont projetées, et c'est assez précieux. Sur le calendrier des travaux, du coup, donc actuellement, là, nous, on est toujours sur le secteur textile dans le cadre de l'étude préparatoire. Donc, il y a eu un deuxième rendu, entre guillemets, du JRC. Donc voilà. On attend encore la finalisation de l'étude préparatoire, a priori pour fin 2025. Voilà, le calendrier est quand même encore un peu flottant. Voilà, et donc on devrait viser avec tout ça une publication de l'acte délégué plutôt fin 2026
voire 2027, avec voilà ensuite, après cette étude préparatoire, des premières mesures et un projet qui pourrait être du coup publié courant 2026, et avec ensuite effectivement toujours une capacité à pouvoir contribuer, à pouvoir réagir. Et donc c'est là que tout ce travail de mobilisation des parties prenantes est précieux. Ça se finit pas à l'étude préparatoire, ça se poursuit encore après. Donc voilà. Donc sur l'étude préparatoire du JRC, pour vous la présenter un petit peu, euh, elle vise à en fait entre guillemets déflorer un peu le travail de définition à la fois des critères d'éco-conception qui pourront être retenus sur le cadre spécifique du textile, mais aussi du coup des normes qui pourront être mobilisées. Euh, et sur notamment comment ces normes sont choisies. Bah, on voit quand on étudie le, quand on étudie l'étude préparatoire du JRC qu'en fait, il n'y a pas forcément une méthode fixe pour définir les normes qui sont retenues dans le cadre de SPR. Donc, c'est sur les critères, hein, par exemple, qui sont étudiés à date sur le secteur textile. On va avoir, par exemple, la durabilité physique, l'entretien, la réparabilité, la génération de déchets, le recyclé et le contenu recyclé, l'impact environnemental ou encore les substances dangereuses. Voilà, donc ça, c'est les 7 critères, par exemple, qui ont été à date retenus, plus ou moins étudiés très en détail par le JRC. On peut, du coup, nous, après, proposer d'en rajouter, la filière aussi. Et donc, voilà. Et donc, sur chacun de ces critères, il n'y a pas une méthode fixe pour retenir ces normes. Le JRC étudie à peu près tout. À la fois, il regarde un peu ce qui se fait en termes de normes volontaires de filière. Il regarde ce qui s'est fait scientifiquement. Est-ce qu'il existe des études? S'il existe déjà des dispositifs de politique publique dans certains États membres, etc. Donc vraiment, voilà, le JRC regarde un peu tout. Et les critères d'éco-conception qui sont étudiés sont très divers, comme vous pouvez le voir, impact carbone, eau, intégration de contenu recyclé, impact environnemental. Voilà, ça s'adresse à l'ensemble du cycle de vie du produit, à l'ensemble des impacts environnementaux. Donc vraiment, voilà, il n'y a pas de, entre guillemets, de limite à ce que fait le JRC et donc directement au règlement par la suite. Et dans le secteur textile, donc pour l'instant, on est vraiment à cette étape-là d'études. Les critères ne sont pas encore définitivement établis, mais au fur et à mesure qu'on reçoit les avancées de l'étude, ben voilà, on voit quand même des choses qui s'affinent, notamment sur les 7 critères dont je vous ai parlé. Il est fort probable qu'ils soient retenus à la fin quand même dans le cadre de l'acte délégué. La question reste après derrière de comment ils seront évalués et quelles normes en découleront. Voilà, donc sur l'étude du JRC, typiquement, ben, on a eu une première étude donc, qui était centrée, donc, comme vous pouvez le voir sur cette slide, sur le périmètre, sur le comportement de l'usager, sur l'écolabel européen, sur les marchés publics écologiques. Et on a eu, par exemple, là, un second milestone qui a été publié, plutôt sur les modèles économiques et environnementaux, les meilleurs cas technologiques, entre guillemets, les best cases qui existent sur les différents critères, et voilà, un focus aussi sur les substances dangereuses. Ça m'amène à parler du coup maintenant du périmètre qui est retenu dans le cadre de l'acte délégué. Donc, pour l'instant, il n'est pas définitivement arrêté. On est toujours dans le cadre de cette étude préparatoire, mais l'acte délégué déjà vise exclusivement les textiles d'habillement. Tout ce qui est professionnel notamment n'a pas été retenu dans le cadre de cet acte délégué, sera peut-être traité plus tard. Et donc voilà, le JRC a décidé par exemple d'étudier dans le cadre de son étude les textiles d'habillement technique, donc par exemple les vêtements de travail ou les vêtements de sport quand même qui ont été intégrés. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux rajouter oui, donc il y a eu aussi, donc là vous aurez un lien hein, directement pour aller le revoir, mais il y a un webinaire de présentation du règlement ESPR qui a été organisé donc en septembre 2024. Voilà, vous pourrez le retrouver. Et plus globalement, voilà, je voudrais rappeler que donc nous, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner, enfin de faire de ce règlement et conception des produits durables un levier d'accompagnement de la transition environnementale de la filière et un levier de compétitivité pour notre industrie. Le but, c'est vraiment pas entre guillemets, de tirer dans la filière, c'est plutôt vraiment d'essayer d'en faire justement un avantage comparatif par rapport à l'industrie extra-européenne qui est peut-être parfois moins avancée
sur ces enjeux de responsabilité environnementale. Reste à définir donc des critères pertinents pour mettre en valeur nos produits, mais aussi l'ensemble de nos entreprises. Donc voilà, aussi avoir des critères qui soient TPE, PME compatibles. Voilà, et donc entre guillemets, on compte sur la filière régulièrement pour nous apporter des éléments techniques pour nourrir aussi nos positions. Et on compte sur vous aussi pour contribuer au niveau européen comme au niveau national. Voilà ce que je pouvais dire sur le textile. Si éventuellement il y a des questions, n'hésitez pas. Si, oui, il y avait une question de Madame Bourguignon, et donc du coup, au niveau textile, on parle donc du textile d'habillement. C'est ça, c'est le Ah, textile. le linge de Ouais. maison et le textile d'ameublement n'est pas concerné. Non, 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 là on est sur les produits d'habillement vraiment, ouais, ouais, ouais. D'accord. Bon, mais très bien. Donc, ben, genre, est-ce que je peux reprendre la main? Ouais, faudrait me redonner la main, Sylvain. Ouais, je vais passer la diapo peut-être. Oui, voilà. Euh, Voilà, ben, oui, d'ailleurs, on arrive à la conclusion de ce webinaire. Donc, ce qu'on voulait vous dire en conclusion, c'est que bah, pendant que toutes les différentes instances œuvrent à réaliser les actes délégués et les différentes normes, vous, de votre côté, vous pouvez commencer également à faire des choses pour vous préparer à ce règlement et à sa mise en œuvre. C'est-à-dire qu'au niveau de la conception des produits, bah, vous pouvez déjà réfléchir aux différents critères d'éco-conception bah, que vous intégrez lorsque vous imaginez les produits dès le stade, dès la première étape de création du produit. Donc, pensez qu'il faudra des critères d'éco-conception, donc pensez à les prendre en compte. Ensuite, lorsque vous en êtes au stade de la fabrication ou lorsque vous êtes en contact avec les fabricants, ben, il faut que dès maintenant, en fait, ils puissent vous informer sur les matières premières qui sont utilisées et la nature des produits semi-finis, ainsi que tout ce qui est chimie, donc notamment toutes les substances réglementées qui pourraient être ajoutées volontairement ou qui pourraient se retrouver par mégarde dans les produits, parce que toutes ces informations devront figurer au niveau du passeport et au niveau des documents qui suivront le produit durant toute sa vie. Et du coup, en vue de la mise en œuvre de ce fameux passeport, on vous invite à dessiner dès maintenant votre chaîne de valeur, donc avec toutes les parties prenantes qui œuvrent autour de la mise sur le marché de votre produit, parce que ça vous permettra de savoir à quel maillon vous vous situez déjà et de savoir à qui demander les informations en amont et à qui les transmettre en aval. Et selon les chaînes, ça peut être un exercice qui prend du temps et qui peut parfois être complexe, surtout lorsqu'on a différentes sources d'approvisionnement et tout un panel de clients en aval. Et d'autre part, l'autre chose qui pourrait vous faire gagner du temps lorsque le DPP sera opérationnel, c'est d'avoir regroupé en un lieu chez vous déjà toutes les informations liées à ce produit. Parce que la plupart du temps, dans les entreprises, il y a certaines informations qui se trouvent au niveau du service achat, d'autres au niveau du service marketing, d'autres au niveau du service qualité. Donc, si déjà au niveau de votre système informatique, vous pouviez tout regrouper au même endroit, et les rendre interopérables déjà au sein de votre entreprise et avec vos parties prenantes amont et aval, ça facilitera ensuite la mise en œuvre du passeport lorsque le top départ aura été donné. Et d'autre part, en faisant cet exercice, ça permet aussi d'identifier toutes les informations qui vous manquent. Donc, tout ce qui pourrait être lié au produit que vous n'avez pas déjà chez vous et qui seront demandés par le passeport. Donc, voilà. Donc, on espère que ces informations vous auront été utiles. Et donc, comme on vous disait, le webinaire sera disponible sur la chaîne YouTube.